Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Après quelques années d'incompréhension et même de froid entre la France et le Maroc, les choses ont commencé à s'améliorer puis à s'arranger depuis quelques mois en 2024. Visites multiples de ministres français, signature de nombreuses conventions, petites phrases et marche tranquille vers de meilleures relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Le Premier ministre français Gabriel Attal devait effectuer une visite au Maroc début juillet, mais l'actualité politique intérieure française en a décidé autrement. Puis arrive la fête du trône, célébrant cette année le 25e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI. À cette occasion, Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations au souverain dans lequel le président français exprime la nouvelle position de son pays concernant la question du Sahara avec des phrases explicites et fortes comme une position claire et forte qui affirme désormais que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et que le plan d'autonomie constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La position est en effet claire et forte, et eu égard à la position historique de la France dans la région, elle est aussi importante. Le roi Mohamed VI a répondu à ce message, prenant acte de cette nouvelle position claire et forte de Paris, et ajoutant que, je cite, « La France est un intime connaisseur du passé et du présent de l'Afrique du Nord, et témoin privilégié de l'évolution de ce différend régional. » Fin de citation. On attend donc l'annonce de la prochaine visite d'État que devrait effectuer Emmanuel Macron en terre marocaine, visite pour laquelle il a demandé une invitation, Sa Majesté, laquelle invitation lui a été officiellement exprimée par le roi Mohamed VI. Nous parlerons de cette évolution de la position française en visitant tous les aspects diplomatiques, politiques, géopolitiques, économiques et aussi géoéconomiques avec nos invités. Mohamed Haytami, PDG du groupe Le Matin, merci d'être avec nous. Et aussi financier, on parlera aussi du côté économique. Merci d'être avec nous. Abdeltef Komat, doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Choc et aussi économiste. On parlera du côté de l'aspect économique de la chose. Jean-Marie Haït, vous êtes auteur, vous êtes chercheur universitaire et enseignant universitaire. Merci d'être avec nous. Vous, c'est l'aspect sociologie humain, on en parlera aussi. Et Zakaria Abou Dahab, last but not least, comme on dit, vous êtes professeur donc de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, le côté relations internationales, le côté dans tout ce qui va se passer sur l'aspect de droit international. Alors, une question groupée pour vous tous. Je commence, donc on fait un tour à partir de la droite, sans connotation politique aucune. Donc, par vous, Mohamed Haytami, on s'attendait un peu à cette déclaration du président Macron concernant la marocanité des provinces sahariennes, l'intégrité territoriale du Maroc, mais on n'en connaissait en fait ni la forme, ni le timing, ni la teneur. Quelle est votre lecture? La même question pour tout le monde. Quelle est votre lecture? Comment vous avez pris ce message présidentiel français? D'abord, sur le plan de la forme, c'est un message un peu long, un peu plus long que les messages normaux de félicitations. En langage, je dirais journalistique, c'est quand même 530 mots, 3000 signes. Et donc, plus on parle dans un message, plus on se découvre, plus on explicite sa pensée. Il y a aussi les mots qui ont été utilisés, le wording du message: profonde amitié, fidélité, accompagnement, grande fierté, attachement indéfectible, approfondissement, partenariat d'exception, etc. Alors, sur le côté... Alors, il y a un passage dans la lettre qui démontre qu'il y a eu des concertations et des échanges pour aboutir, dans la lettre du président Macron, lorsqu'il dit « Je souhaite assurer votre majesté de mon attachement indéfectible à poursuivre, comme nous en avons convenu au cours des derniers mois, l'approfondissement et la modernisation du partenariat d'exception. » Donc, c'est un processus qui a mûri et qui a abouti à cette déclaration qui a coïncidé, bien entendu, avec le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi. Donc, c'est un peu... je crois que le timing était le meilleur des 25 ans. D'ailleurs, le président Macron avait rappelé, disons, la liesse populaire et les festivités. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que la lettre a commencé par une phrase qui résume les raisons, parce que, comme elle commence, le statut du Maroc en tant qu'acteur incontournable en Afrique et dans le monde. Ce statut-là va se décliner par la suite par tout ce qui va arriver, et ça veut dire que le Maroc a changé de logiciel, il a changé de positionnement, grâce, bien entendu, aux efforts de Sa Majesté. Et donc, c'est une évolution qui fait qu'on tient compte de ce Maroc nouveau, qui joue sur l'échiquier mondial, et c'est ce qui va déterminer un petit peu ce que dit le président Macron. Voilà un peu
la lecture que je fais de cette lettre. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette lettre qui est effectivement assez longue pour l'occasion, mais comme il y avait une autre occasion, c'était celle de déclarer la nouvelle position de la France en ce qui concerne ce différend régional. C'est normal qu'elle soit un peu plus longue. Jean-Marie Ayt, votre lecture? Oui, alors j'ai envie de dire enfin. Le mot premier, c'est enfin. C'est vrai que cette déclaration est pleine d'espoir pour parvenir à enfin mettre un terme à ce conflit artificiel que vous connaissez, que l'on connaît depuis près de 50 années, quoi, hein. Et une situation qui ouvre les portes pour demain, mais dans un travail immédiat qui doit se mettre en place. Et je crois que cette position, cette déclaration du président Macron, on va en parler, ouvre des tas de possibilités. D'une part, les mots, comme ça a été dit, et le langage et les qualificatifs qui ont été utilisés sont choisis à bon escient, même si peut-être un linguiste insisterait plus sur un point ou l'autre. On parle d'intégrité territoriale de façon forte. Enfin, bon, je ne vais pas le développer maintenant, mais je veux dire par là que cette déclaration du président Macron marque enfin qu'une nouvelle page va pouvoir s'écrire entre la France et le Maroc, et au-delà de la France, avec la communauté internationale de façon plus forte, puisque la France vient rejoindre le peloton de ceux qui se sont déjà prononcés. Et ça, c'est important que ça se fasse maintenant. Pour le langage diplomatique, Jean-Marie Ayt, c'est assez clair quand le président dit le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Bon, c'est le langage diplomatique empoulé, habituel, mais pour ceux qui savent lire un langage diplomatique, c'est tout à fait clair. Mais je retiens le « enfin », ça a été dit d'ailleurs par d'autres responsables politiques français. Abdeltef Komat, votre lecture? En fait, tout d'abord, c'est une lettre qui a fait le tour de la question sur plusieurs dimensions, notamment je dirais spatial, mais également sur le plan temporel, parce qu'on parle du présent, on parle de l'avenir, également toutes les dimensions juridiques, historiques, et puis il s'inscrit parfaitement dans des relations très fortes. C'est vrai, en fait, ces relations ont été traversées par une période de froideur ces derniers mois, mais on savait pertinemment, en tant qu'observateur, en termes canalistes, que les relations entre la France et le Maroc, et d'ailleurs, comme cela a été dit, dans la lettre adressée par le président Macron, ce sont des relations d'exception. Ce sont des relations basées sur des éléments très forts, sur l'histoire, sur les relations humaines. En fait, on savait que en fait, les choses allaient se rétablir parce que effectivement, le lien est très fort. Et cela a été exprimé d'une manière très forte, tout d'abord en rappelant les relations d'exception, mais également en fait une vision très positive pour l'avenir. Et cet avenir, il est basé sur cette question qui est très importante pour les Marocains, mais également sur un intérêt commun, sur un développement, je dirais, partagé, sur des échanges, sur du respect. Et je dirais, comme l'a dit Hitami, cette longueur de cette lettre vient du fait que le président français a voulu exprimer, je dirais, plusieurs dimensions, des dimensions politiques, mais également des dimensions humaines, des dimensions relationnelles, en fait, et la prise en considération par le peuple français, parce qu'il parle de l'amitié entre les peuples, en fait, de l'importance de cette question pour les Marocains. Et c'est pour ça que c'est une lettre qui a une signification très, très profonde et qui donnera certainement un tournant dans l'avenir à la relation entre les deux pays, pas seulement sur un plan bilatéral, mais également, c'est très important sur une dimension multilatérale, parce que la question, elle est posée, elle a besoin, en fait, d'être encore défendue, et la France s'est engagée d'une manière très solennelle qu'il va défendre avec le Maroc cette position au niveau continental, au niveau de l'Union européenne, mais également et surtout au niveau des Nations Unies. Il faut le rappeler, la France est un membre permanent des Nations Unies et bien sûr son mot comptera dans l'avenir, dans l'avancement de ce dossier. Alors bien entendu, on reviendra sur l'aspect Nations Unies. Vous dites une lettre avec une charge profonde. En fait, moi je dirais aussi pragmatique et authentique. Pragmatique dans le sens de ce qu'est le Maroc aujourd'hui, authentique dans le sens de ce que devraient être des relations qui n'auraient jamais dû cesser de l'être et qui reviendront là où elles étaient avant. Et pour vous, Zakaria Boudehab, je vous ai vu d'accord avec ce qu'il disait. Bien sûr. Vous avez encore certainement des choses encore à ajouter. Allons-y. Alors, moi, je prendrai cette fois-ci l'angle d'attaque du droit international. La question est la suivante. Comment qualifier le message de M. Macron?
au regard du droit international. On va dire qu'il s'agit d'un acte qui produit des effets de droit. Il a une connotation politique fondamentale, il est clair, mais on pourrait dire qu'il s'adosse au droit international positif, conventionnel et coutumier. Je m'explique. Je prends l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, c'est-à-dire lorsque le juge voudrait traiter d'un certain nombre d'affaires, il a le choix entre un assortiment de considérations qui s'appelle, pour les juristes ou chez les juristes, les sources de droit international. Donc on a les accords internationaux, traités, etc. Nous avons la coutume internationale et je place en fait la pratique française aussi dans cette configuration. Les principes généraux de droit, d'ailleurs Sa Majesté dans sa réponse a parlé des titres immémoriaux du Maroc. Ce sont des principes, c'est les droits acquis du Maroc consacrés historiquement, légitimement, politiquement. J'ajouterai également, il y a la jurisprudence. On pourrait dire qu'il s'agit là, en l'occurrence, d'une sorte de précédent. Mais un précédent aussi, pas au sens anglais du terme, puisque la loi du précédent, ça veut dire que le juge, quand il est face à des faits similaires à ceux qui ont été déjà examinés auparavant, il n'a qu'à appliquer automatiquement la décision antérieure. Cela veut dire que pour moi, le précédent s'adosse à d'autres existants et constitue par cristallisation un mouvement qui a le sens d'un consensus international. Ça a été aussi rappelé. Je peux parler de la doctrine, je peux parler de l'équité, mais je voudrais m'arrêter surtout sur l'aspect acte unilatéral quand il émane d'un État souverain, comme la France, comme le Maroc, et également quand des décisions se prennent au niveau des organes principaux des institutions internationales, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, etc. Je voudrais dire qu'il y a une chose importante. Sur le plan de la terminologie, un accord international prend plusieurs significations, plusieurs appellations. On peut parler d'échange de lettres. Et là, la lettre de M. Macron et la lettre de Sa Majesté, c'est un échange de lettres qui constitue, chez les juristes, a la même valeur qu'un accord international en bonne et due forme. Évidemment, je le sais très bien du point de vue du droit international, il faudra par la suite sécuriser ces annonces et en même temps leur donner une assise juridique fondamentale consolidée, non seulement au niveau français, de la République française, mais également au niveau de l'Union européenne. C'est important parce que nous attendons les décisions, etc., de la Cour de justice de l'Union européenne et il faut que la France communique aussi sa décision aux instances compétentes, y compris l'ONU en particulier, afin que l'approche française soit opposable aux autres. Et là, on peut parler de l'opposabilité de cet acte juridique sous forme d'un échange de lettres comme étant une source de droit international qui engendre des obligations, et ces obligations sont générales et donc opposables. Vous voyez, donc ça crée par conséquent une nouvelle situation dans les relations juridiques entre la France et les autres partenaires par rapport à sa position concernant la marocanité du Sahara marocain. Merci, professeur. Je ne connaissais pas ça. Donc, une lettre et une réponse sont des sources de droit, sont considérées à la même force qu'un traité international, ou presque. Par extension, tout à fait. Par extension. Tout à fait. Donc, très intéressant. Donc, on va revenir, bien sûr, sur la lettre de Sa Majesté. Alors, autant le président de la République française parlait du présent et de l'avenir, autant Sa Majesté est revenu sur le passé avec cette phrase que j'ai citée en ouverture. La France, intime connaisseur du passé, du présent de l'Afrique du Nord, est témoin privilégié de l'évolution de ce différent régional, ce qui donne une importance assez particulière à cette reconnaissance française, Mohamed Haytami, sur la réponse du roi Mohamed VI. Sa Majesté le roi a, comme on dit, enfoncé le clou, c'est-à-dire qu'il a repris les principaux points qui sont dans la lettre et précisé un certain nombre de choses. Notamment, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on parle de mettre un terme à un conflit hérité d'une autre époque. Ça veut dire que on a face à nous des adversaires passéistes qui sont en train de défendre des thèses qui sont dépassées. Bien entendu, il y a la reprise de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le point que vous avez soulevé de l'intime connaisseur du passé et du présent. Et ça, j'en profite pour dire que les deux parties prenantes, qui est les deux forces protectrices, qui étaient les colonisatrices, l'Espagne et la France, ont reconnu et ont dit leurs mots. Et d'ailleurs, plusieurs interventions plus tard ont dit que ça aura un effet d'entraînement, parce que les principaux concernés ont reconnu la souveraineté du Maroc. Sa Majesté rappelle aussi que les relations ont des perspectives prometteuses qui s'ouvrent. Et deux termes que Sa Majesté a ajoutés, l'amitié et la confiance.
Ce sont deux termes importants à situer peut-être aussi dans le cadre du droit international. Maintenant, je voudrais revenir rapidement à la lettre de M. Macron parce que sur un plan sémantique, il y a des termes qui ont été dits. Le président Macron, à un moment donné, il dit le plan d'autonomie constitue désormais la seule base. Ce désormais a beaucoup de sens parce que le désormais, ça veut dire que L'évolution. Je change Mutation, de, voilà. de logiciel, je change de paradigme. Et donc, il a tout son sens. Il y a aussi un autre terme qui est revenu, enfin à la fin, où M. Macron, d'abord, il disait il faut se réunir. Ça veut dire il revient au processus des tables rondes. Et il dit que c'est une solution à portée de main. Une solution à portée de main pour un conflit qui a duré 50 ans. Et il ajoute qu'un consensus international de plus en plus large se dégage. Quand vous liez consensus international, se réunir et porter à portée de main, vous êtes en train d'expliquer que l'adversaire est acculé. C'est-à-dire que c'est fini et que nous sommes dans une sorte d'avant-dernier clou dans le cercueil du séparatisme. Vous me direz que c'est quoi le dernier clou? C'est probablement la Grande-Bretagne. Voilà un peu les lectures que l'on peut faire de cette... Parce que les mots ont tout leur sens dans la lettre et ils ont été choisis avec un soin particulier. Et ça, c'est ce qui donne à cette lettre, à ces instruments, parce que c'est un échange d'instruments, d'un point de vue diplomatique, toute sa force. Un dernier point qui est important, que je voudrais soulever, c'est le Maghreb. Parce que la lettre de M. Macron fait référence au Maghreb. Et elle balaye d'un revers de la main cette tentative d'un Maghreb à trois ou d'une rencontre tripartite. Et ça confirme que l'Union européenne et la France voient en le Maghreb un interlocuteur et une bonne chose pour les relations internationales, pour les partenariats. C'est peut-être un point qui a pu échapper, mais M. Macron dit la France soutient les efforts du secrétaire général de l'ONU qui doivent constituer l'amorce d'un processus d'intégration régionale renouvelé, favorisant la coopération, la stabilité et la prospérité. De qui? Du Maghreb. Voilà une prise de position qui dit que le Maghreb est une nécessité. Et enfin, la lettre se termine par ce qui a été dit au départ. Le Maroc m'apparaît à l'évidence, c'est le mot de M. Macron, non seulement comme un partenaire de premier plan pour la France, comme pour l'Union européenne, mais aussi dans un contexte international particulièrement troublé, comme un pôle de stabilité appelé à jouer un rôle international croissant. Le rôle de stabilité du Maroc, comme le rôle comme de dernier rempart pour l'Europe, on connaît tous les risques auxquels l'Europe est exposée. Immigration, trafic en tout genre, terrorisme, et ainsi de suite. Le Maroc représente aujourd'hui un pôle de stabilité, et c'est ce qui explique le nouveau rôle, c'est-à-dire la nouvelle posture de notre pays qu'il a acquise et qui fait qu'aujourd'hui, ce que le Maroc présente comme proposition de valeur est totalement crédible et acceptable, à la différence malheureusement des autres thèses qui sont d'une autre époque. C'est intéressant de mettre la lettre du président français dans la perspective Maghreb, Union européenne, parce que c'est quelque chose qui s'écrit et qui se dit et qui s'analyse depuis des années et des années et des années. Et maintenant, ça vient de la bouche du président de l'une des plus importantes nations en Europe ou économies en Europe. C'est intéressant de le voir. Mais je reviens sur la lettre de Sa Majesté avec vous, Jean-Marie Haït. Alors, on en parlait avec vous, Mohamed Hitami, au départ. Les trois mots, je n'avais pas remarqué, vous m'avez fait remarquer, merci. Je vous remercie, je me réjouis, j'apprécie. Ça donne, voilà, ça structure la lettre, mais j'aimerais entendre de votre bouche votre commentaire. Alors, tout à fait, les trois mots sont fondamentaux en termes de réponse et de clarification de l'ambiance générale dont on se réjouit aussi. Je voudrais juste 2 secondes revenir sur un mot quand on parle de thèse dépassée. Alors, oui, thèse dépassée par rapport à tout ce qui a pu être mis en place, mais en fait, j'ai envie de dire d'une thèse qui n'aurait jamais dû exister. Si on replace dans le contexte historique et d'évolution, on ne va pas le refaire. Mais il y a eu une erreur de casting à un moment donné, et donc qui a créé cette thèse ou ces thèses, il y en a eu plusieurs, et dans ce cas-là, elle est effectivement déplacée. Je voudrais juste revenir sur ce point-là, parce que parmi les thèses en vigueur, il y avait cette fameuse autodétermination, je ne vais pas revenir dessus, mais elle a été balayée en 2021 aussi,
lors des élections régionales et des élections législatives que vous avez eues au Maroc, puisque le peuple des régions concernées s'est prononcé jusqu'à 67% dans la région de l'Aïoun. C'est le plus fort taux de voilà, le plus fort participation taux, nationale. on ne Oui. leur a pas demandé de faire allégeance. Et pourtant, c'est l'équivalent d'un référendum à ce moment-là, dans la posture qu'ils ont obtenue, qu'ils ont posée, et qui clairement affichait leur regard vers un retour à l'intégrité du territoire marocain. Donc voilà, je referme cette erreur de casting, si je peux me permettre, par rapport à cette thèse dépassée qui n'aurait jamais dû. Maintenant, par rapport à la réponse de Sa Majesté, oui, on reconnaît très bien, si je peux me permettre, cette sagesse royale et cette vision royale dans la réponse, à la fois de dire je prends acte de cet avancement et de cette ouverture, mais cette cette parole doit aussi être complétée par des actes. Donc, on sent la mesure et toute l'importance, peut-être qu'à travers les médias, à travers les politiques, on s'emballe très vite et voilà, on dit on y est presque. Je crois que Sa Majesté, avec tout le respect, mesure pleinement les choses d'une manière. Ramène tout dans le cadre des Nations Unies. Voilà. Tout est ramené. C'est une affaire qui sera réglée aux voilà. Nations Et Unies. maintenant, tout ça, ça doit être revu dans le cadre des Nations Unies. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est l'étape à suivre immédiatement. Et ça fait partie de la concrétisation des paroles qui ont été écrites ces dernières heures, quoi. Abdeltef Komat, toujours sur la lettre de Sa Majesté. En fait, je voudrais insister sur un fait que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir justement cette conjoncture qui a marqué les relations entre la France et le Maroc. Et je disais qu'on savait que c'est question de temps. Pourquoi? Parce que la vérité finit par s'éclater. Et la vérité, en fait, nous, en tant que Marocains, on la connaît, on y croit profondément, c'est que le Sahara est marocain, mais surtout le côté français. Le côté français, parce que, bon, ça a été dit, en fait, dans plusieurs cadres, la signification de la France et de l'Espagne, elle est révélatrice, en fait, de l'émanation de pays qui connaissent mieux et le plus les méandres, je dirais, historiques, juridiques de cette question. Ça a été dit dans la lettre de Sa Majesté, en disant un membre du Conseil permanent qui a une connaissance intime, justement, pas seulement du Maroc, mais de la région de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord et l'évolution de ce conflit régional. Et Sa Majesté évoque l'Afrique du Nord, parce que c'est vrai, la question, elle est beaucoup plus, c'est une question régionale. C'est une question régionale. Et la France est aujourd'hui, en fait, avec l'Espagne, ce sont les pays qui connaissent très bien, en fait, les dessus, je dirais, juridiques de la chose. Et en fait, on le savait en tant que Marocains, que le fond, en fait, de la pensée, même du système politique français, c'est que c'est une question qui va se révéler, en fait, dans sa vérité à un certain moment. Il est arrivé le moment où, en fait, la France a estimé qu'il faut le faire. Pourquoi il faut le faire maintenant? Parce qu'il y a une évolution tangible au niveau international. On le voit aujourd'hui, pratiquement chaque semaine, chaque mois, on voit des pays qui retirent leur reconnaissance ou des pays qui, en fait, installent leur consulat ou qui développent des relations, je dirais, de partenariat plus profondes. Il y a une tendance générale voilà. qui est en train de se dessiner dans le bon sens. C'est dans ce sens-là que effectivement, c'est je dirais, une tendance qui s'inscrit dans l'histoire et qui devait venir à un certain moment. Il est venu aujourd'hui et on attend à ce que les choses avancent encore plus dans l'avenir. Aussi bien sur un plan bilatéral, on s'attend à ce qu'il y ait des expressions d'autres pays qui sont en train aujourd'hui, on a des signaux que les choses avancent dans d'autres puissances, et surtout au niveau multilatéral. En fait, aujourd'hui, le dossier de plus en plus du Maroc, c'est un dossier qui se consolide, qui a des fondements, aussi bien sur le plan juridique que historique, mais aujourd'hui, la reconnaissance de puissances qui ont un poids au niveau de la scène internationale, mais surtout qui ont une connaissance très fine des réalités du dossier. Alors, on va finir le tour de table sur la lettre de Sa Majesté avec vous, Zakaria. Je resterai après avec vous. On va entrer un peu dans le détail des questions. Votre sentiment sur la lettre de Sa Majesté? Évidemment, comme ça a été dit par les collègues,
Sa Majesté, qui remercie, qui se réjouit, qui apprécie pleinement la position française, qui est une évolution en réalité, le fruit d'une maturation en termes de réflexion juridico-géopolitique, j'allais dire, et constatant l'état de léthargie de la région en termes d'intégration régionale, mais également des risques et périls qui guettent la Méditerranée occidentale. La France en est concernée, bien évidemment, et je rappelle que M. Macron a été aussi l'un des partisans d'une approche renouvelée en termes de Méditerranée, surtout méridionale. Le sommet des deux rives en juin 2019, si ce n'était la Covid qui a un peu contrebalancé cette ambition de M. Macron. L'essentiel aujourd'hui, et je crois si Koumat l'avait aussi pressenti, ce paragraphe-là, quand Sa Majesté dit que, évidemment, la France étant membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, intime connaisseur du passé et du présent de l'Afrique du Nord et témoin privilégié de l'évolution de ce différend régional. Si la France ouvrait la boîte de Pandore et qu'on revient aux archives, les anciennes, bien entendu, au niveau, on l'a dit par ailleurs, de l'amputation du Maroc, le dépeçage du Maroc, historiquement parlant, sans aller ouvrir aucune plaie, vous savez, parce que de façon bijective et dialectique... Justement, c'est ça qui est intéressant, sans ouvrir les plaies, parce que bon, entre le Maroc et le Maroc d'aujourd'hui, j'ai parfaitement compris. Donc vous avez compris. Donc on parle du Sahara marocain. Et tout puis, à fait. voilà, oui. Et cette problématique complexe, évidemment, du voisin de l'Est, parce que effectivement, qu'on le veuille ou pas, quelque part, on se trouve contraint dans la démonstration, dans notre algorithme, quelque part, à traiter avec quelque chose qui est de cette nature. Néanmoins, le plus important, à mon avis, aujourd'hui, c'est d'être créatif et imaginatif, mais en même temps avoir les pieds ancrés sur terre, imaginer des scénarios d'évolution probables, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, parce que c'est la supervision exclusive de ce Conseil en ce qui concerne la solution politique à trouver, mutuellement acceptable, qui soit conforme aux arrangements pertinents des Nations Unies. Évidemment, je considère que l'autodétermination interne en est un des arrangements conformes, puisqu'il est tout à fait conforme avec l'esprit de la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine, non-ingérence dans les affaires intérieures, etc. Mais il faudrait par la suite, peut-être nous avons remporté, alhamdoulilah, cette guerre légitime, mais la bataille n'est pas pour autant remportée définitivement. Il faut enlever, si Haythami a parlé du clou, on va dire la dernière brique pour parachever cet édifice et finalement aller traiter les véritables problématiques qui aujourd'hui nous interpellent en tant qu'habitants de la Méditerranée de façon générale. Voilà. Messieurs, je vous informe que nous avons consacré un peu plus que la moitié de l'émission aux lettres des deux chefs d'État, vu l'importance qu'elles revêtent et l'importance qu'elles méritent. Et puis, tout ce qu'il y a en fait, ce sont des lettres qui sont claires, ce sont des phrases qui sont claires, mais qui comportent aussi des choses entre les lignes qui sont intéressantes. Et je vous remercie d'avoir débroussaillé tout ça. Alors, tout ça pour vous dire que les prochaines interventions devraient être un peu plus courtes, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore des questions qui arrivent. Je reste avec vous, Zakari Aboudab, et on rentre un peu dans le détail. Dans cette réponse, dans cette lettre du président Macron, il y a une phrase dont on n'a pas beaucoup parlé. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, dit le président à Sa Majesté, rappelle un peu cette phrase qui a été prononcée le soir dans les explications de vote de la délégation française à l'ONU suite au vote de la dernière résolution sur la question du Sahara marocain. Le fait que ça soit repris par le président, ça veut dire que c'est comme si on transmettait une suite, une prolongation, une poursuite de cette affaire au niveau de l'ONU. Alors qu'est-ce qu'elle change, cette nouvelle position, sur le plan multilatéral et le plan onusien en particulier ? De 2007 jusqu'à aujourd'hui, le Conseil de sécurité utilise comme un leitmotiv une expression, une récurrence. Le Conseil de sécurité salue les efforts crédibles et louables, crédibles et sérieux fournis par le Maroc. Aujourd'hui, il faut changer cette appellation et aller vers le sens où, évidemment, le message de M. Macron, et d'ailleurs c'est l'approche aussi marocaine, voudrait qu'on remplace désormais ce paragraphe par l'expression suivante. Le Conseil de sécurité considère que le plan marocain d'autonomie est la seule solution viable pour sortir de ce goulot d'étranglement
qui bloquent l'intégration maghrébine. Donc il faut aller dans ce sens-là. C'est le sens de il y a de plus la réponse. d'arguments maintenant pour le faire, et il y a plus de soutien. Nous ne sommes pas seuls, important. Monsieur Aziz, vous le savez bien, ça a été aussi rappelé par Sila Hitami. Le Royaume-Uni, à la limite, va peut-être prendre une position objective, neutre, mais positive. Au regard du Maroc, nous sommes liés par un accord d'association, etc. À la limite, la Chine et la Russie, abstention pour ménager le chou et la chèvre. Mais on peut dire que nous avons cette masse critique, surtout avec les États-Unis. Et dans ce sens-là, il faut anticiper les élections La Chine prochaines ne de s'abstient novembre. pas, la Chine vote pour. À la limite, La on Chine, peut imaginer l'extrême. Depuis quelques années, la Chine vote pour. Il n'y a que les Russes qui s'abstiennent. Parmi les membres du Conseil de sécurité. Après les non permanents. Bon. Mais là, il faut imaginer tous les scénarios probables et possibles. Nous ne sommes pas les seuls au niveau du Conseil de sécurité. Il faut donc composer. C'est un rapport de force. C'est vrai que les Américains, États-Uniens sont les principaux rédacteurs des projets de résolution. Je ne sais pas si d'ici octobre 2024, il y aura une évolution parce que ça ne sera pas facile. L'Algérie, honnêtement, non permanent, il va chercher tant bien que mal de, comment dirais-je, ralentir le processus. Mais c'est irréversible. Vous savez, aujourd'hui, et ça a été dit par aussi M. Macron, la solution politique est à portée de main. Et donc, par conséquent, il y a une analyse objective de la situation aujourd'hui. On ne peut plus se permettre, les Nations Unies le disent encore, le statu quo, le maintien du statu quo est inacceptable. Parce qu'il y a des fonds qui sont mobilisés, la Minorso, etc., et tous les risques. Et il faut que, une fois pour toutes, et moi je crois que cette lettre a tout son sens, la réponse de Sa Majesté, et peut-être il y aura d'ici quelques, je dirais pas quelques mois, mais peut-être l'horizon 2030 comme temporalité stratégique. D'ici là, Inch'Allah, le problème aura été résolu. J'enfonce le clou un peu plus, c'est pas pour reprendre votre clou, mais pour renfoncer le clou. Les fonds dont vous parlez, je crois que dans les 60 millions de dollars, peut-être la Minorso. Oui, mais quand on met ça en face des 2%, des 2,5 points de PIB que perd le Maroc et l'Algérie, si on fait le calcul, ça fait des milliards et des milliards de dollars. Là, on est beaucoup plus loin que les 60 millions. Jean-Marie Haït, je reviens à vous. Donc, dans son message, le président Macron a dit la chose suivante. La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international. Nous venons de parler du niveau international. Et au niveau national, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte politique actuel français ? Alors, je crois qu'il y a deux aspects à distinguer en cela. Au niveau national, évidemment, se déroule derrière un certain nombre de perspectives en termes d'investissement, en termes d'infrastructures, de participation. Ça a été dit aussi dans les courriers, donc je ne vais pas le développer, mais on sait bien à quoi ça fait allusion. Mais il y a un autre aspect qui est évidemment pas écrit dans les courriers, mais qui est symbolique à mon sens, c'est que à travers cette position, le président Macron rappelle que, compte tenu de la crise interne qu'un certain nombre dénoncent et pointent au niveau national français, avec un gouvernement qui a démissionné, avec une assemblée qui ne trouve pas d'équilibre, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec ces ingrédients-là, eh ben, il prouve que le président français est toujours bien aux commandes. Il est aux commandes de la France, il est aux commandes des affaires étrangères, hein, et il est dans une position où la France continue à s'engager au risque d'avoir des tensions fortes qui vont se produire avec les voisins. Le voisin, surtout, on peut s'en douter, mais il rappelle qu'il est bien là et que les choses peuvent avancer néanmoins. Je dis ça parce que ça ne vous a pas échappé ces derniers temps qu'un certain nombre de groupes politiques à l'Assemblée ont demandé la démission du président au prétexte de résultats. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Il est élu, il a un mandat à assurer, il a bien dit qu'il l'assurerait. Exactement. Et il prouve, à travers cette position, que ce n'est pas un coup de tête d'un matin comme ça, mais bien un processus dans lequel les choses se sont inscrites et qui sont arrivées à maturité pour que lui, en tant que président, puisse affirmer ça au nom d'un pays qu'est la France. Je crois que ça, c'est un élément qui vient contrecarrer cette image un peu affaiblie que l'on pourrait avoir de la France et de ses engagements. Et je crois que ça continue dans ce sens-là. Avec cette ouverture, et là c'est à nouveau dans les courriers, cette ouverture d'instaurer un nouveau rapport de partenariat. Et ça c'est clairement dit, aussi bien avec le Maroc qu'avec les autres pays, d'autres pays d'Afrique. Mais on va revenir sur peut-être l'élargissement au continent. Vous vouliez apporter un commentaire, Mohamed Haïtami ? Rapidement sur la phrase « il est temps d'avancer ». Il est temps d'avancer, parce qu'avant, que dit le président ? Il dit « j'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. Il est temps d'avancer. Et aujourd'hui, j'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. Donc il est temps
Et à portée de main, ça veut dire, moi je l'interprète personnellement, il faut en finir. Ça n'a que trop duré. Tout à fait. Et donc il y a probablement une sorte de machine qui va s'enclencher pour tourner la page, parce que les peuples et la région ne peuvent plus accepter. Ce n'est pas le Maroc. La région, la sous-région du Maghreb et de l'Afrique du Nord, on a assez. Et il est temps d'avancer. C'est à portée de main. Et il faut que c'est un impératif Tout le monde pour le en a. développement. Vous savez, même à l'ONU, il y a beaucoup de délégations qui disent bon, basta, ça y est, on voit où va la logique, on va. Je voit crois ce qu'il y a qui est- là ce qui est une l'histoire. sorte de point d'inflexion Voilà. qui va accélérer très probablement les choses, parce que l'affaire, on peut dire que l'affaire est pliée, plus ou moins, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue du droit international. Vous avez un alignement des planètes qui va dans le bon sens. Alors, j'ai deux questions pour vous, Mohamed Haitami, et pour vous, Abdelatif Komat. C'est la même d'ailleurs, c'est sur le plan économique. Est-ce que la France est toujours le premier partenaire économique? Et en quoi peut-on dire que, je commence avec vous, Abdelatif Komat, et après vous prenez la relève, Mohamed Haitami, en quoi l'instauration de la confiance peut-elle contribuer à aller encore plus haut, plus fort, plus loin, pour faire une petite Très bien. allusion En au fait, JO? je dirais trois dimensions. Tout d'abord, si on prend le partenariat économique dans sa globalité, les composantes sont bien sûr les échanges commerciaux, il y a l'investissement, il y a tout ce qui est flux de revenus. On peut dire que globalement, la France est le principal partenaire économique du Maroc. Bien sûr, il y a également l'Espagne qui joue un rôle très important en termes d'échanges commerciaux. Mais si on prend toute la dimension avec les flux de revenus, je pense notamment à tout ce qui est tourisme, et également à ce qui est transfert des Marocains du monde, avec bien sûr la dimension investissement et la dimension échanges commerciaux. Bien sûr, la France est un partenaire incontournable du Maroc. Donc ça, c'est une réalité. La deuxième chose à souligner qui est très très importante, qui va dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, un partenariat d'exception, c'est qu'on s'attendait, et peut-être il y avait des analystes qui faisaient prévaloir le fait qu'il y avait, je dirais, pas une tension, mais peut-être du froid au niveau des relations politiques ces derniers mois entre la France et le Maroc. Cela allait toucher la dimension économique. Ce n'était pas du tout le cas. Et pratiquement, les tendances ces 2 dernières années, c'est qu'il y avait une croissance au niveau de l'investissement, au niveau du tourisme français qui vient au Maroc, au niveau de l'investissement. C'est-à-dire les indicateurs économiques et financiers n'ont pas pâti du tout. Et cela, justement, va dans le sens de la profondeur des relations sur un plan humain, sur un plan économique, au niveau des acteurs, des chambres de commerce, au niveau des représentants des différentes instances. Donc c'est très important. Et le troisième volet également très, très important, c'est la présence de la France au niveau du secteur stratégique. Aujourd'hui au Maroc, on va vers l'automobile, l'aéronautique et autres, et donc il y a une très forte présence de la France. Alors, le deuxième volet que vous avez évoqué, est-ce que la confiance qui est réinstaurée, qui est en fait relancée, redynamisée, va avoir un impact? Oui, certainement. Aujourd'hui, le Maroc est à la veille de lancer des projets stratégiques sur des secteurs stratégiques, mais également en phase avec des périodes et des échéances stratégiques. Là, on parle bien sûr de la Coupe du Monde de 2030, on parle des objectifs de développement 2035. Donc aujourd'hui, nous avons une vision, nous avons des plans stratégiques en fait sur plusieurs dimensions. Et bien sûr, tout cela va faire de la France, comme il l'a toujours été, un des partenaires pour justement aller de l'avant dans la dynamique économique que connaît notre pays. C'est exactement ce que dit le souverain Mohamed Haitami. Nos relations, je cite, nos relations bilatérales, des perspectives. Alors, grâce à la dynamique positive que connaissent nos relations bilatérales, des perspectives prometteuses s'ouvrent à nos deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques. Donc, on était sur une doctrine diplomatique marocaine qui était le prisme, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Sa Majesté avait dit il y a 2 ans, nos partenariats, nos relations vont passer à travers un prisme. Et là, c'est clair dans la réponse du souverain, les perspectives prometteuses s'ouvrent à nos deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques. Alors d'abord, pour répondre à votre question, la France est le premier partenaire commercial du Maroc en 2023. Alors commercial ou économique? Les échanges, enfin, quand on regarde la structure des échanges, Oui. j'y arrive. La France a été le premier avec une part de marché de 13,7% de nos échanges. L'Espagne en deuxième position avec 12,8%. Donc ça, c'est un point. La deuxième chose, je pense qu'il faut faire vraiment une bonne distinction entre l'État français et les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont un autre rationnel, et on peut parler, si je peux citer une marque,
ce qu'a fait Renault, par exemple, au niveau de Tanger, puisqu'on a dépassé le million. Le froid n'a pas... parce que le raisonnement, le rationnel Il y a de la logique l'entreprise... économique qui fonctionne, qui continue, il y a les investisseurs, le business. C'est le business. Pratiquement, les 3/4 des entreprises du CAC 40, les 40 entreprises, sont présentes au Maroc. 30% des touristes qui viennent au Maroc sont des Français. La première diaspora marocaine existe en France. Donc il y a beaucoup de liens qui sont là et on peut passer par des périodes de froid et de chaud, etc. Mais les fondamentaux, n'est-ce pas, le conseil d'affaires Maroc-France fonctionne et tourne bien. Les échanges sont toujours... Maintenant, il y a des possibilités de renforcer et de capitaliser sur ça puisque tout est au beau fixe. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait une sorte de gel économique ou financier. Tout se passait... Je crois qu'on dit qu'un adversaire sage est mieux qu'un ennemi fou. Et donc... oui, tout à fait. Je crois qu'il y a beaucoup de sagesse dans les deux positions, je pense. Oui. Non, les secteurs continuent à bien fonctionner. Maintenant, il y a d'autres niveaux de partenariat et de commerciaux qui peuvent encore être plus développés. C'est d'abord, il faut le reconnaître, par exemple, tout ce qui est au Maroc aujourd'hui aéronautique est très lié à l'industrie aéronautique, est très lié à l'industrie française de l'aviation. Mais ce qui peut être encore plus renforcé, c'est ces partenariats aller en meute, c'est-à-dire aller en conjoint sur de nouveaux marchés. Et tout le monde sait aujourd'hui que la présence marocaine, disons dans les pays, dans l'Afrique subsaharienne, qui dans beaucoup de cas a été une reprise de flambeau d'entreprises françaises, peut être relancée. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. La réconciliation peut être une nouvelle forme de coopération avec les pays du Sahel. Il ne faut pas oublier que le Maroc, aujourd'hui, a un leadership sur plus grands projets. Quand on parle d'initiative royale sur la façade atlantique, de l'initiative royale pour les désenclavements des pays du Sahel, il y a beaucoup à faire. Lorsqu'on parle du gazoduc, lorsqu'on parle bien sûr de Coupe du Monde et autres, ce sont beaucoup d'investissements où la technologie française, où le savoir-faire, où l'apport peut être important. C'est-à-dire que ce sont de nouveaux secteurs, si j'ose m'exprimer ainsi, de nouveaux secteurs ou de nouvelles grandes stratégies ou de nouveaux grands projets à l'échelle des continents où la France, à mon sens, pourrait s'insérer, vu qu'il y a eu un changement de contexte géopolitique et géoéconomique dans les dernières années. Peut-être que ce serait un moyen pour la France de pouvoir... Rapidement, parce qu'il y a encore des questions. L'investissement dans les provinces sahariennes par les entreprises françaises va aujourd'hui parce que lorsque M. Macron dit qu'à l'échelle interne ou à l'échelle européenne, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun obstacle à faire des investissements, à faire des affaires, à s'installer et ainsi de suite. Donc c'est une lettre qui est lourde de sens pour ça. On normalise, puisque la lettre de M. Macron dit que l'avenir du Maroc et qu'il comprend très bien le prisme du Sahara. Donc ça veut dire qu'on ouvre les vannes pour que tout puisse se faire comme si on investissait à Casablanca ou à Tanger. Alors pour rester dans le domaine économique, Zakaria Bouddahab, parlons un peu avec vous de l'UE, mais pas vraiment sur le domaine, dans le champ économique, mais dans le champ de la reconnaissance de la position de l'Union européenne. Alors si on prend l'Union européenne, les 4 premiers pays sont dans l'ordre, l'Allemagne, la France, en matière de PIB, pour l'instant on va calculer ça comme ça, l'Italie puis l'Espagne. On va laisser l'Italie le temps qu'elle prenne la décision qu'il faut. Et on va passer à l'Espagne, donc avec ces 3 pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Union européenne dans les mois, dans les années qui viennent, dans sa relation avec le Maroc? On connaît toutes les décisions qui ont été prises par les organes parallèles, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais comment vous voyez les choses? Alors, je vais parler de géoéconomie et d'économie politique internationale. C'est mieux parce que c'est proche. Parce qu'il reste une dizaine de minutes, j'ai encore beaucoup de questions. Alors, ça va être incisif. Premièrement, l'Italie, nous avons avec l'Italie désormais un partenariat stratégique multidirectionnel. L'Italie, en février, a lancé son premier sommet avec les États africains. Chef d'État, de gouvernement, c'est important. Nous y sommes, et c'est important. C'est un horizon stratégique. Deuxièmement, l'Italie se retrouve avec la France, Malte, Portugal, Espagne, dans le cadre du dialogue 5+5. Et nous avons dit tout à l'heure que M. Macron voudrait un peu ressouffler, donner un nouveau souffle à ce format, plus axé sur des problématiques ordonnées autour de 4 principes et valeurs fondamentaux. Par ailleurs, la France étant la deuxième puissance européenne après l'Allemagne,
Au niveau de l'Union européenne, certes, il faut chasser en meute et la France, sa voix compte, mais conjuguée à d'autres, ça donne plus de poids et de résultats. Et je voudrais dire aussi, si on ajoute l'Espagne, le Portugal aussi, nous avons des relations très très bonnes avec ce pays, à ne pas évidemment sous-estimer du point de vue de son poids, mais également de son influence. Je voudrais aussi dire que la France est membre du G7. Le Maroc pourrait s'y inviter un jour, hein, si on prépare un peu l'assise ou les éléments ou les instruments pour pouvoir par la suite aussi entraîner l'ensemble vers une problématique de solution de ce genre. La France étant aussi membre du G20, on pourrait aussi songer à cela avec l'appui d'autres pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, qui a aussi lancé son premier sommet économique avec l'Afrique, et j'en passe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disent les économistes, les effets d'entraînement et les économies d'échelle sur le plan géopolitique sont extrêmement fertiles, et on pourrait dire, au fond, que si le Maroc avait obtenu le statut avancé auprès de l'Union européenne, c'était à partir de la déclaration de Sa Majesté en 2000 avec M. Jacques Chirac, 2008 consacré en octobre, c'est grâce à l'appui français, fondamentalement. Depuis 2010, c'est un peu en panne, puisqu'il n'y a plus de sommet depuis Grenada, c'était en mars. Mais aujourd'hui, on peut dire que la France va pousser un peu les choses pour reprendre un peu ce processus. Alors, en accélérant un peu, Jean-Marie Haït, sur le plan humain, les relations, on les connaît entre les deux pays, une très forte communauté d'expatriés marocains en France, dans les 2 millions, dont 700-800 000 binationaux, une très forte communauté d'expatriés aussi en France, française au Maroc. Je crois que c'est l'une des premières. Oui. C'est pas la première, mais c'est l'une des premières. Comment ils ont vécu ces périodes un peu difficiles? Et cette période depuis 2 jours, 48 heures. Très rapidement. Alors très rapidement, il est vrai que le contact permanent que j'ai aussi bien pour les Marocains avec les Marocains de l'étranger en France ou en Belgique ou dans la zone francophone qu'avec les Marocains vivant dans la zone des provinces du Sud, je crois que cette situation était devenue étriquée, de ne pas savoir de quoi demain sera fait, parce que des tensions entre les pays existent et que, bon, on a des difficultés, alors de façon pragmatique, les visas et j'en passe, qui ont posé des problèmes, mais les étudiants qui s'étaient engagés dans des études, qui se trouvent coincés dans des systèmes, tout ça, dans une vie quotidienne de l'humain, c'est compliqué. Et je crois que ces annonces, c'est un soulagement, parce que ça laisse encore une fois augurer d'ouverture et de possibilités nouvelles. Avec, on l'évoquait, mais je ne vais pas développer, ces investissements dans les provinces du Sud, c'est autant économique qu'au niveau de la population, parce qu'il y a une attente forte, et un besoin fort auquel on va répondre. Donc moi, je suis très attaché au fait qu'on investisse, mais en même temps, on investit auprès de femmes et d'hommes qui vivent sur un territoire et qui ont des attentes fortes. Donc je crois qu'il y a un soulagement très fort de la part de la population marocaine vivante en France, ou de la part de population française d'origine marocaine, pour prendre bien les deux aspects. Et je pense que voilà, c'est la raison l'emporte, et qu'aujourd'hui, ils reprennent espoir sur le fait que demain, les choses sont encore possibles. Et la France a besoin de ce soutien. Vous savez qu'on ne va pas faire du développement sur les courbes de vieillissement, mais la France a besoin du dynamisme de la jeunesse et de l'intelligence de la jeunesse marocaine. Donc voilà, c'est autant de choses importantes. Alors, il nous reste 3 minutes. Ce sera pour vous, Mohamed Haitami, et vous, Abdelatif Komad. Je voulais vous poser des questions sur l'économie, mais vous y avez déjà répondu. Donc, c'est un échange de courrier qui est très largement commenté. Mais parmi les idées donc qui reviennent, cette affirmation qu'on retrouve un peu partout dans la presse, dans les médias, dans les personnels politiques, etc. Ce n'est une victoire pour personne, c'est une défaite pour personne. Comment vous lisez ça? C'est-à-dire que bon, voilà, ce sont une affaire qui s'est réglée entre la France et le Maroc, mais il ne faut pas considérer que c'est une agression contre quelqu'un de particulier ou autre. Comment vous avez lu ça? J'imagine un peu. Je crois que c'est un processus d'abord qui a abouti. Et ce n'est pas, on n'est pas dans des histoires de querelles personnelles où ce sont des États avec des E majuscules. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un génie de Sa Majesté, parce qu'il y a une lecture et une vision 360 et aussi une compréhension de tous de la géopolitique et des évolutions du monde qui font qu'un certain nombre de décisions, parfois douloureuses, ont été prises au niveau de notre pays. Et ces décisions-là qui avaient été prises ont payé. Plusieurs prises de position diplomatiques et aussi beaucoup aussi d'audace. Le plan d'autonomie de 2007 était une décision,
je dirais, extraordinaire, parce que on a déplacé le problème et le Maroc a fait preuve, Sa Majesté, de beaucoup de pragmatisme. Et à un moment donné, on pensait que c'était une sorte de, je dirais, de diminution de notre souveraineté. Mais cette décision, il s'est avéré qu'elle était la plus judicieuse et la plus conforme pour régler un petit peu les aspects et satisfaire les demandes de notre pays dans un cadre international reconnu. Alors, Abdelatif Komat, on termine avec vous. Donc, je vais être un petit peu paresseux. Je vais lire ce qu'il y a écrit sous l'écran. Donc, un rétablissement de la vérité et de la logique historique. C'est un rétablissement de la vérité et de la logique historique qui n'est ni offensif ni offensant, finalement. Quand on dit ce n'est une victoire ni une défaite pour personne, ce n'est ni offensif ni offensant. Effectivement, le Maroc. Parce qu'il peut y avoir des commentaires qui vont un peu dans tous les sens. Il n'est pas dans une posture de conflit. D'ailleurs, Sa Majesté a toujours tendu la main à l'Algérie. Donc, ça, au moment où il y avait même, je dirais, une certaine tension, le Maroc a toujours été positif. Parce qu'on n'est pas dans une posture de conflit. Nous défendons, en fait, un droit, nous défendons une vérité, nous défendons des fondements historique. Et bien sûr, l'objectif, ce n'est de nuire à personne et à quiconque. Mais, en fait, la question de l'intégrité territoriale est une question, je dirais, existentielle pour le Maroc. Et bien évidemment, d'ailleurs, ça a été dit, en fait, dans le message de la lettre, le discours de Sa Majesté, lorsqu'il a appelé à ce que le monde regarde le Maroc à travers la question du Sahara. Parce que tout cela, avec le temps, a été avéré, je dirais, comme une position intransigeante. Et le monde a compris que nous avons une diplomatie qui est de la réelle politique, une diplomatie de vérité. Et je crois aujourd'hui, en fait, les nouvelles et les tendances démontrent que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, a pris une bonne voie parce que c'est la voie de la vérité, c'est la voie, en fait, qui finit par établir un ordre tel qu'il devrait être établi. Merci, messieurs, pour vos éclairages, éclaircissements et commentaires sur cet échange de lettres et cette évolution majeure de la position française concernant le Sahara marocain. Merci à vous, Mohamed Haitami. Merci à vous, Jean-Marie Haït. Merci à vous, Abdelatif Komat. Merci à vous, Zakaria Abou Dahab. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonnes vacances.